Vous écoutez le débrief, issu de l'épisode S1105 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 16 octobre 2025. Nous sommes toujours avec le photographe Jean-Michel Lenoir pour apprendre à photographier à la manière d'Ansel Adams. C'est le moment du débrief qui vous est présenté par MN Photo Vidéo, le partenaire numéro 1 des créateurs d'images. Si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission, Jean-Michel, est-ce que tu peux nous décrire le travail d'Ansel Adams et nous parler de ces paysages noirs et blancs qui sont devenus des références incontournables? Alors, si on peut résumer, je dirais c'est d'abord un travail sur un travail technique. On parlait de vision un peu académique des choses, mais encore une fois, il faut le resituer dans son contexte. Une approche quasiment exhaustive de la maîtrise de la lumière, la maîtrise de la profondeur de champ pour en faire des images qui soient à la fois techniquement complètement maîtrisées, mais qui sont devenues aussi des images iconiques. Évidemment, c'est intimement lié au paysage de l'Ouest américain, principalement. C'est ça aussi qui vient en tête quand on pense à Ansel Adams. Et des grands espaces. C'est quoi le fameux zone system? Le zone system, en fait, c'est une manière d'améliorer l'exposition pour avoir la plus grande plage dynamique possible, pour essayer d'être capable d'exposer son image avec des nuances à la fois dans les noirs et dans les hautes lumières. Et il faut prendre en compte pour ça le type de support final. Si on a bien écouté l'émission, c'est super important. Le but étant finalement de restituer, d'avoir des tirages doux et nuancés pour avoir des noirs pas trop profonds, avoir quelque chose, une image noir et blanc nuancée. Donc ça a du sens en argentique, beaucoup moins en numérique. Et on vous invite à réécouter notre discussion à ce sujet. Comment est-ce que tu fais pour gérer le contraste de tes images en fonction de la dynamique de ton capteur? Alors, j'ai une recette qui n'est pas une recette miracle, hein. C'est une recette de l'ancienne école où j'utilise des filtres dégradés, des filtres neutres qui vont me permettre de rééquilibrer le contraste entre mon premier plan et les hautes lumières qui sont généralement dans le ciel. Et par curiosité, toi qui utilises Lightroom, t'as pas essayé la fonction justement de fil dégradé de Lightroom qui fonctionne plutôt bien, faut le reconnaître. Alors, on va dire, ce que je fais à la prise de vue est complémentaire à ce qui va être affiné après au traitement. Mais le gros du travail, il est fait entre, on va dire, la bonne exposition par rapport à la dynamique du capteur, l'ambiance qui va être créée par une texture des nuages, généralement du ciel ou de l'eau, selon le sujet, apportée justement par l'atténuation des hautes lumières avec un filtre dégradé et qui va être lui-même affiné au traitement. Même si c'est pas pour toi ta plus grande spécialité, tu conseilles quoi pour ce qui est du noir et de blanc? De le faire directement à la prise de vue ou de se garder cette conversion à la post-production avec des presets spécifiques? Alors personnellement, je l'utilise dès la prise de vue parce que ça permet de rentrer tout de suite dans la manière dont le capteur va avec le preset de noir et blanc, rentrer dans la vision noir et blanc et on va être déjà dans une image qui est quasiment aboutie. Quelle que soit la marque, hein. Donc en fait, il y a des profils noir et blanc et tout de suite, on n'est plus dans une gestion de l'image par les couleurs, mais par les contrastes. Et donc, ça permet d'avoir un regard, une manière d'exposer qui, elle, se décide à la prise de vue. Et puis on peut ajouter qu'on peut tout à fait enregistrer en RAW plus JPEG, décider de shooter, donc de visualiser en noir et blanc en JPEG, ça n'empêchera pas d'obtenir un fichier RAW en post-production dont on pourra retravailler les couleurs. Complètement ça. Et parfois, je fais du noir et blanc. Donc, en fait, je garde mon témoin JPEG qui, lui, est avec un profil noir et blanc. Et puis, parfois, je vais décider d'avoir un traitement un peu différent ou un profil noir et blanc qui n'est pas celui que j'ai sélectionné à la prise de vue. Qu'est-ce qui importe techniquement en termes de réglage au niveau du boîtier pour s'approcher au mieux de l'esthétique d'Ansel Adams avec un matériel numérique moderne? Alors ça, c'est une bonne question. Il faut un grand capteur déjà, non? Un capteur qui a le plus de dynamique possible. On va dire la moyenne, c'est 12, hein, mais si on peut être plus à 14... Alors quand tu dis 12, tu parles de 12 IL. luminance. 12 IL.
Bonne connaissance de son matériel, savoir comment il réagit, à quoi, là où le bas blesse, entre guillemets, quand on fait du paysage contrasté. Et après, encore une fois, tout dépend du type de photographie qu'on fait. En paysage, il n'y a pas qu'un type de photographie. Les scènes contrastées, oui, sont celles généralement du lever et du coucher de soleil, quand on a des images et des positions en contre-jour. On a évoqué l'utilisation de faibles sensibilités ISO, potentiellement d'un trépied, et de se méfier un petit peu des toutes petites ouvertures, en particulier pour les problèmes de diffraction. Oui, alors ça, c'est la partie purement technique sur le rendu de la lumière sur le capteur directement. Mais oui, pour résumer, donc capteur avec la plus grande dynamique possible. Pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure de l'usage des filtres, bah, ça va apporter tout de suite un rendu plus proche de l'image finalisée, même si ça reste une image à travailler au traitement. Faire attention justement à l'ouverture pour pas trop fermer et avoir de la diffraction et des taches sur le capteur. Utiliser le trépied à bon escient quand on a besoin et quand on ne veut pas et il ne faut pas monter au-delà d'un certain seuil de sensibilité parce qu'on va perdre justement en dynamique. Et puis encore une fois, je dirais, c'est surtout attiser et rester curieux. Oui, puis vraiment pour coller à Ansel Adams si on le souhaite, donc c'est optimiser la profondeur de champ avec un maximum de netteté, parce que ces images sont académiques, comme l'a précisé à juste titre Jean-Christophe Béchet, donc quelle que soit la focale utilisée, c'est là qu'il faut trouver le subtil équilibre en termes d'ouverture, et au niveau de la restitution des noirs et blancs, trouver cet équilibre qui fait tout l'intérêt du zone system, et ces nuances de gris assez subtiles qui vont éviter les forts contrastes et les noirs trop profonds. Ouais, c'est complètement ça. Le point de vigilance, c'est effectivement, si on veut regarder l'histoire de la profondeur de l'image, elle est intimement liée aux deux principaux paramètres, même trois, hein. Donc, c'est le choix de la focale, le choix de l'ouverture pour avoir la bonne profondeur de champ. Là, on aborde la notion d'hyperfocale. Mais en tout cas, pour résumer, d'essayer d'optimiser la profondeur de champ pour avoir tous les plans nets depuis l'avant-plan jusqu'à l'infini, jusqu'à l'arrière-plan. Et puis, la distance au sujet. Et on l'a pas dit d'ailleurs, on parle d'hyperfocale, très courte parenthèse, mais comme quoi, Ansel Adams, on pourra en parler encore plus longtemps, il a fait des photos de nuit aussi. Je crois au Nouveau-Mexique, des photos complètement incroyables. Photos sous la Lune, ouais. Voilà, des photos sous la Lune. C'est vrai que la notion d'hyperfocale va être là aussi très utile quand on travaille de nuit, selon l'optique qu'on utilise pour faire la mise au point sur l'infini, par exemple. Mais si vous le pouvez, cherchez les images d'Ansel Adams de nuit. C'est assez spectaculaire quand on se remet dans les conditions de l'époque. Pour terminer, Jean-Michel, est-ce que mentaliser son image et prendre son temps, finalement, à la prise de vue, c'est primordial en photographie de paysage? Ah bah pour moi, ça l'est, hein. C'est le point de départ, hein. C'est se donner du temps au temps. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, de subir les choses quand on est sur le terrain. Justement, plus on est dans l'anticipation de ce qui se passe sur une scène, les changements de lumière, les changements de couleurs, les changements de conditions météo qui conditionnent en fait l'ambiance finale de la photographie qu'on cherche. Évidemment, moi, une photo, j'essaie de la rêver, mais quand les conditions ne sont pas du tout réunies pour ce que j'ai en tête, eh ben, soit je m'entête, quitte à devoir revenir X fois, comme le disait Eric, pour avoir les bonnes conditions de lumière, ou alors je cherche autre chose. Et parfois, on arrive à trouver autre chose sans s'obstiner à chercher quelque chose qui n'arrivera pas. Merci Jean-Michel.